Lundi 2 février 2026, Yves Le Pestipon animait à la librairie Ombre Blanche un classique au détail consacré à l'ouvrage de Jean Deléry, Histoire mémorable de la ville de Sancerre, et plus particulièrement aux pages 160-161, et de son sonnet liminaire, dans lesquels il est question du cannibalisme lors du siège et la prise de Sancerre par les catholiques en 1573. Jean Deléry, à qui ces scènes de famine et de cannibalisme parmi les protestants rappelèrent ce qu'il avait vu au Brésil, s'interroge: comment l'humanité, pourtant créée par Dieu, peut-elle être à ce point épouvantable? Une question toujours d'actualité en notre siècle. Bonne écoute. Bonsoir, donc puisque l'heure c'est l'heure, et que 17h30 c'est 17h30, et que les classiques de détail très différents de la SNCF sont en général à l'heure, et que la librairie Ombre Blanche est une institution qui fonctionne, eh bien nous allons commencer. Alors je suis très content de vous voir aussi nombreux pour Jean Deléry 2. Vous savez qu'il y a des films parfois... Machin bidule 1, puis 2, puis 3, puis 4, etc. Là, c'était Jean Deléry 2, puisque Jean Deléry 1, on a déjà parlé un peu de Jean Deléry au mois d'octobre, mais ce jour-là, le système d'enregistrement d'Ombre Blanche, exceptionnellement, n'a pas fonctionné, et donc ce truc a disparu dans la suite infinie des siècles. Alors, pourquoi Jean Deléry 2 ? Jean Deléry est un personnage de la Renaissance, extrêmement célèbre aujourd'hui, et même dans des programmes scolaires, en particulier pour les écoles normales supérieures, parce qu'il a écrit un voyage en terre du Brésil, récit d'un voyage en terre du Brésil, que d'ailleurs un romancier contemporain a eu le prix Goncourt pour avoir composé il y a quelques années un livre qui s'appelait Rouge Brésil, qui est en gros une sorte de variation plus ou moins érudite sur le livre, et que donc, effectivement, on parle de Jean Deléry, d'autant plus que l'année dernière était l'année du Brésil, et donc Jean Deléry, explorateur, disons, si on peut dire explorateur, entre guillemets, a intéressé énormément Lévi-Strauss, qui a découvert un petit peu le Brésil, sa vocation d'anthropologue. Il explique dans Triste Tropique à travers ce livre qui s'appelle Voyage en terre de Brésil. Et effectivement, ce livre est édité, réédité, et ça a déjà été un grand succès au XVIe siècle, puisqu'au moment où Jean Deléry meurt, en 1613, il y avait déjà eu au moins 5 éditions, laissons de côté quelques éditions pirates de ce livre. Donc ça a été en quelque sorte un best-seller, et on peut dire en quelque sorte, ça continue à l'être. Et effectivement, ce livre est remarquable, très intéressant. Jean Deléry raconte ce voyage qu'il a fait, on va dire, un peu par hasard, poussé par Calvin au Brésil. Il s'est retrouvé donc dans une petite partie du Brésil, avec l'expédition d'un certain Villegagnon, dans l'idée d'aller établir là-bas un groupe protestant. Il était converti au protestantisme, Jean Deléry, et puis il était donc poussé par Calvin, et il est allé passer 10 mois au Brésil, autour de 1557, et puis il est revenu effrayé par le fait que Villegagnon, qui était protestant, est redevenu catholique, et s'est mis à massacrer un certain nombre de protestants, et donc le récit raconte à la fois le départ, mais surtout le séjour, où il découvre les anthropophages, qui sont cannibales, bien entendu, qui se baladent tout nus, etc., et qui ensuite fait qu'il revient en France à travers un voyage épouvantable, parce que le pilote du bateau est complètement nul, et il se retrouve pas loin de l'Amérique du Nord, et ils mettent des mois et des mois pour revenir, il crève à moitié de faim, et puis il finit par arriver en France, et donc il réécrit plus tard ce voyage en terre du Brésil. Quand il fait évidemment ce voyage, il est relativement jeune, il a une trentaine d'années, il est protestant, il revient, puis voilà, et puis il va devenir progressivement, dans les années 1560, pasteur protestant, prédicateur, etc., formé par les écoles de théologie protestantes de la Suisse. Il va d'ailleurs mourir en 1613 à Lille, non pas dans le nord de la France, mais dans le canton de Vaud. Donc il aura une carrière assez largement, disons, suisse, si on peut dire, mais pas uniquement. C'est un écrivain français qui est né en France, en Bourgogne, et qui se trouve, pour des raisons religieuses et politiques, mourir en Suisse. Alors, être protestant au XVIe siècle, ce n'est pas une partie de plaisir. D'ailleurs, catholique non plus, faut-il le dire. Voilà. Puisque vous savez que donc ce siècle, en France, mais pas qu'en France, est le siècle de ce qu'on appelle les guerres de religion. Et Jean Deléry va être pris dans ces affaires-là. Évidemment, les pasteurs protestants sont pourchassés, ils risquent leur peau à tout instant. Surtout après le grand moment de ce qu'on appelle la Saint-Barthélemy, qui a lieu dans l'année 1572.
Et donc, il y a des massacres à Paris, mais dans la France entière, qui s'en suivent. Après un petit moment de relative trêve, de paix pendant quelques années, qui permet aux protestants d'avoir quelques places fortes et de prêcher à droite à gauche de manière relativement libre, Jean de Léry va se retrouver, comme tous les autres, poursuivi. Voilà. Alors, il va se réfugier, alors qu'il est plus ou moins pasteur à la Charité-sur-Loire, il va se réfugier dans une petite ville qui s'appelle Sancerre. Alors Sancerre, c'est pas très loin des bords de la Loire. En fait, il y a un petit canal qui est, disons, si on peut dire, latéral à la Loire, qui s'appelle la Colette, à cet endroit-là. C'est une petite ville qui doit faire 2000 habitants maintenant, qui faisait plus habitants au 19e siècle et qui est surtout célèbre, surtout pour mes amis, pour le vin de Sancerre, voilà, et pour la beauté. C'est un des plus beaux villages de France. Et donc, quand on aime le bon vin, disons, de Loire, avec des particularités, des vins rouges, des vins blancs, ce vin de Sancerre est tout à fait bien et on peut en déguster ici ou là dans les bonnes maisons. Et donc, bon, c'est un des bons vins français, discuter sans fin, bon, est-ce que c'est un des meilleurs, peut-être pas, mais bon, voilà, discussion. Et donc pour nous, Sancerre évoque à la fois des bons vins, un des plus beaux villages de France, et Douce France, le cher pays de mon enfance, enfin des choses comme ça. Aller à Sancerre, c'est un voyage qu'on fait quand on est retraité éventuellement, on fait les choses de la Loire, on boit du bon vin, on mange dans des bons restaurants, c'est tranquille, voilà, c'est beau, il y a des châteaux un peu partout, enfin voilà, la paix, quoi, la Renaissance, tout ça c'est bien. La France, quoi, la vraie France, si on peut dire la vraie France. Mais en 1500 et des poussières, c'est pas tout à fait la même chose, puisque donc Sancerre est célèbre à la Renaissance pour un épisode épouvantable qui est le siège de Sancerre. Les catholiques, commandés par un certain Lachâtre, mais peu importe le nom, veulent expulser les protestants qui ne veulent pas se soumettre dans la petite ville de Sancerre. Et donc ils vont faire un siège de 9 mois, qui au bout du compte, au mois d'août, à bout de 9 mois, de janvier à août, sera un siège terrible, donc avec des milliers de coups de canon, on tire vraiment. On massacre les protestants, enfin quelques sorties, ils passent naturellement au fil de l'épée, violent, tuent, etc. un certain nombre de catholiques. Et les catholiques, évidemment, encerclent la ville et les font crever de faim à l'intérieur, tellement crever de faim qu'ils vont, au demeurant, se bouffer entre eux. Et c'est donc ce à quoi Jean de Léry assiste, au quoi il participe. Au demeurant, quand je dis les protestants dans la ville de Sancerre, les catholiques qui sont dans la ville se font solidaires aussi des protestants. Parce que bon, c'est compliqué les guerres de religion. C'est pas parce qu'on est catholique qu'on est systématiquement pour les catholiques à l'époque. Et parfois, enfin, il y a des raisons locales diverses et variées. Donc c'est un épisode épouvantable dans lequel Jean de Léry est présent en tant que pasteur, mais aussi en tant que diplomate. Il est un de ceux qui, à la fin, vont négocier la reddition de la ville de Sancerre. Alors évidemment, il y a des types qui sont de massacres en Syrie ou ailleurs. Vous allez voir, à côté de ce que font les catholiques et les protestants bien français à Sancerre, c'est des débutants, on peut leur donner des leçons. On était vraiment plus horrible, évidemment, que Daesh et compagnie, c'est l'équivalent. Enfin bon, on n'a pas de leçons à recevoir des Syriens et autres. Hein. Voilà, c'est l'histoire de France est terrible. Si vous lisez l'histoire dans la région de Saint-Antonin de Bouleval, les massacres de protestants et de catholiques du côté de Sorèze, dans le Tarn, enfin, etc. Dans la Montagne Noire et un peu partout, la spécialité dans le Gers consistait à enterrer les protestants vivants dans les puits. Donc, le genre de choses comme ça, bon, ça se pratiquait assez régulièrement. Et donc, Jean de Léry assiste à ces horreurs absolues et il est bouleversé. Lui qui a qui a passé 10 mois au Brésil, avec des sauvages, enfin ce qu'il appelle des sauvages, qui se baladent tout nus et qui sont parfaitement anthropophages, c'est-à-dire qu'ils prennent à l'occasion les types de la tribu voisine et puis les bouffent, tout simplement. Mais ils les bouffent assez proprement. Et puis quand on prend des ennemis, on fait la guerre pour les manger, tout simplement. Et il en voit pas mal qui se mangent, et il est plus ou moins horrifié. En même temps, il comprend que ces sauvages, je mets là des guillemets au mot sauvage, ont une culture, une civilisation, des manières de se comporter, et que, par exemple, le fait qu'ils soient tout nus, que les femmes en particulier soient tout nues, n'implique pas qu'elles soient plus impudiques que les femmes françaises, très bien habillées, parfumées, etc. Au contraire, même, dit-il, la pudeur règne très bien chez ces gens-là, et même, finalement, l'horreur que représente l'anthropophagie, bon, bah oui, ça fait partie du truc. Voilà. Ce qui fait que Jean de Léry porte un regard relativement anthropologique, on ne va pas dire scientifique, sur les sauvages de l'Amérique, il les regarde et il prend des notes. Mais ce qui intéresse particulièrement Lévi-Strauss, ce n'est pas un livre de condamnation, etc. Les types sont intéressants, ils sont d'autant plus intéressants que les Français en particulier, Viganion et compagnie, s'entretuent entre eux, se trahissent, enfin c'est assez abominable. Jean de Léry n'écrit pas du tout son voyage en terre de Brésil au retour du Brésil. Il va attendre des années et il va l'écrire en fait après avoir écrit un livre sur le siège de Sancerre. Le siège de Sancerre sera pour lui absolument bouleversant. À la fois parce qu'il a vu mourir de tous les côtés des gens, des copains ou autres, et qu'on a tiré des obus de tous les côtés, enfin des pièces de canon, mais parce qu'il a assisté à des scènes abominables, en particulier d'anthropophagie.
Et donc, en particulier, on va lire ce passage où une petite gamine se fait bouffer par ses parents parce qu'ils ont faim, tout simplement, voilà. Et alors, pour Jean de Léry, c'est bouleversant. Bon, il a l'habitude de voir des gens se faire manger parce que, disons, au Brésil, il a vu des gens se faire manger. Bon, voilà, c'était les gens du coin, ils se font manger. Mais il y avait un argument très puissant dans la tête de Jean de Léry. C'était assez normal qu'ils se mangent entre eux. Parce que, bon, d'abord, c'est parce que c'est comme ça, voilà, mais c'est surtout parce qu'ils ne sont pas inspirés par la révélation chrétienne. Ils ne sont pas chrétiens du tout, ils n'ont jamais entendu parler de l'évangile, de la Bible, ni rien du tout. Bon, ben voilà, notre boulot à nous, c'est de les convertir au christianisme pour les amener vers le tu ne tueras point, la tradition biblique, chrétienne, etc. Et donc, le fait que des types au Brésil se bouffent entre eux, c'était affreux, c'était tout ce qu'on voulait, mais au fond, c'était comme ça. À nous de les éduquer éventuellement. Mais, beaucoup plus terrible, à Sancerre, ce sont des chrétiens, et en plus des protestants, et lui-même est protestant. Et donc, si on est chrétien, et si en plus on est protestant, c'est-à-dire, pour Jean de Léry, mieux que les catholiques, hein, enfin mieux, beaucoup mieux, enfin infiniment mieux, voilà. Qu'est-ce que ça signifie que des chrétiens, et en particulier des protestants, en arrivent à ce point de se bouffer entre eux? Donc c'est terrible, ça veut dire donc quelque part, les leçons qu'il lui donne en tant que pasteur ne servent pas à grand-chose, et que donc ces gens sont comme barbares au carré, enfin sauvages au carré. Ils sont sauvages, parce qu'ils se mangent les uns les autres, comme les sauvages d'Amérique. Mais ils sont particulièrement sauvages parce qu'eux, ils sont prévenus par les leçons des curés, des pasteurs en l'occurrence, du fait qu'on ne doit pas se manger les uns les autres. Et c'est une grande question de civilisation. Et donc, du coup, il va écrire ce qu'il a vu à Sancerre, et ça va donner ce livre, qui est malheureusement un peu oublié, qui est un des 2 livres de Jean de Léry, et qu'il publie avant même d'écrire Le voyage en terre du Brésil. Donc c'est en 1574, un an après le siège, pris par l'urgence, ce qu'il a vu, hein, l'horreur absolue. Hein, il faut imaginer, bon, je sais pas, un kurde à Kobané, enfin, vous voyez, qui écrit 6 mois plus tard ce qu'il a vu quelque part en Irak ou ailleurs, ou à Gaza, des gens qui voient des choses absolument abominables et qui, quelque temps plus tard, un an plus tard, le plus vite possible, choqués par ce qu'ils ont vu, alors qu'ils ne sont pas écrivains. Jean de Léry n'est pas un écrivain, c'était un artisan de son état qui était devenu pasteur, écrit sous la pression de l'horreur de ce qu'il a vu. Voilà, je vais écrire ce livre, et ce livre, il a un titre lui-même intéressant, c'est un titre un peu long, alors je vais le lire en entier. « Histoire mémorable de la ville de Sancerre ». Contenant les entreprises, sièges, approches, batteries, arceaux et autres efforts des assiégeants, les résistances, faits magnanimes, la famine extrême et délivrance notable des assiégés, le nombre des coups de canon par journée distingués, le catalogue des morts et blessés à la guerre sont à la fin du livre, le tout fidèlement recueilli sur le lieu par Jean de Léry. Et dessous, très protestant, une citation de Jérémie, d'accord, du prophète Jérémie. La citation est, on va retrouver Jérémie bientôt, « Ô Seigneur, tu le connais, aie mémoire de moi, et me visite, et me venge de ceux qui me persécutent. Ne m'ôte point à la longue attente de tenir. Connais que j'ai souffert, opprobre pour toi. » Donc voilà un titre très long de cette histoire mémorable de la ville de Sancerre, marquée par la Bible. Vous savez que les protestants sont des grands lecteurs de la Bible. Si on va sur les tombes protestantes, on voit en général pas des croix, on voit des citations de la Bible, en particulier de Jérémie. Et donc, il fait son boulot de pasteur. Donc, effectivement, il écrit une histoire. Donc, histoire, c'est pas une histoire drôle, hein, voilà, c'est un récit mémorable, donc on peut et qu'on doit garder en souvenir, parce qu'en effet, voilà, c'est un des fondements quelque part de la littérature, écrire des mémorables, quelque chose que j'ai vu et dont je me souviens. Alors ça peut être les guerres du Péloponnèse dans l'Antiquité, ça peut être les guerres de Rome, ça peut être ce qu'on veut, les guerres de la Germanie ou tout ce qu'on veut, ça peut être les souvenirs d'Auschwitz ou de Dachau maintenant, voilà, par des gens comme ça, et c'est évidemment les souvenirs de Gaza ou d'autres choses de ce genre, d'autres drames tragiques de ce genre, par des gens qui le vivent et autres, ou des gens qui ont vécu des maladies ou n'importe quoi de ça. Donc, effectivement, ce ne sont pas des mémoires au sens je vais vous raconter ma vie, mais il y a une histoire mémorable de la ville de Sancerre qu'il écrit très immédiatement. Et donc, il écrit ce texte, il le publie immédiatement, et c'est simplement quelques années plus tard qu'il va publier Histoire d'un voyage en terre de Brésil, c'est-à-dire pour passer à l'écriture de ce qu'on va considérer en général comme son chef-d'œuvre, qui pour nous est le plus immédiatement intéressant, le voyage en terre de Brésil. Il faut que des années se passent, une trentaine d'années se passent, qu'il voit le siège de Sancerre, qu'il écrive l'histoire de la ville de Sancerre, et qu'il se dise, mais enfin, il faut que j'écrive, le temps étant passé, avec nostalgie, ce livre, qui pour nous intéresse, Histoire d'un voyage en terre de Brésil. Et il l'écrit à la lumière de ça, c'est-à-dire, la question est, comment se fait-il que des catholiques, enfin des chrétiens en général, aient pu se massacrer à ce point? Cette question le tourmente. Il y a une deuxième question subsidiaire, qui est une question, on va dire, théologique. Lui, il est protestant. Il pense que les protestants ont parfaitement raison. C'est comment penser que les protestants, qui sont les plus fidèles possibles à Dieu, soient à ce point punis
par Dieu lui-même, alors qu'il témoigne de la vraie foi, véritablement. Ce n'est pas les catholiques, c'est les protestants véritablement. Or, les protestants sont battus à pas de couture à Sancerre, et puis ils sont massacrés, voilà, tout simplement. Et en plus, ils font plein d'erreurs politiques. On va dire, ils auraient pu négocier. Vous voyez, c'est des situations un peu comme entre Trump et les Iraniens en ce moment. Ah, je vais te tuer. Non, je continue, vas-y. Bon, dans ce cas-là, les protestants se font vraiment éliminer complètement. Monsieur de la Châtre a été prêt dans un premier temps à en sauver quelques-uns, puis bon, voilà, on viole, on pille, enfin voilà. C'est absolument abominable. Là, on rigolait pas, on passe les jours au fil de l'épée. Bon, les femmes, évidemment, on les viole au minimum, enfin, c'est le strict minimum. Donc on a un récit abominable, extrêmement précis, alors qui est peut-être un petit peu exagéré sur les bords. C'est un témoin. C'est pas certain quand on prend les bilans que font les Gazaouis de la mort des Gazaouis ou les Iraniens ou n'importe, enfin, etc. C'est pas toujours sûr que ce soit un témoignage à 100% vrai, exact dans les chiffres. Quand ils donnent le nombre de coups de canon, on n'est pas sûr que, bon voilà, c'est possible qu'il y ait un peu de gonflette. Mais enfin, en gros, c'est un témoignage d'un témoin direct qui probablement est assez vrai, dont on se doute qu'il est assez vrai, parce que ce qu'on peut vérifier plus facilement avec d'autres voyageurs qui sont à l'enterre du Brésil, Jean de Léry est un observateur assez précis, fidèle, il voit, et il ne raconte pas des blagues extraordinaires. Alors ce texte-là est effectivement oublié complètement, il a été au XVIe siècle publié une fois en 1574, puis il a été quelque peu oublié pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on n'avait pas envie de se souvenir de ces épisodes. C'est un peu comme Alésia, enfin voilà, on n'a pas très envie de se souvenir. C'est des histoires abominables, les guerres de religion. On n'a pas très envie de s'en souvenir constamment. Les rois qui suivent, en particulier Louis XIV, va essayer de faire comme si ça n'avait pas existé. La République aussi va essayer de dire, ah oui, bon voilà, les protestants, on les intègre. On essaie d'oublier un petit peu tout ça. Donc il y a cette dimension-là. On ne veut pas trop en parler. Il faut dire aussi que ce n'est pas des textes à faire étudier par les enfants des écoles. Parce que là, bon voilà, c'est super gore. Ça y va les massacres. On doit de la difficulté de la langue vraiment. Et puis il y a quelques grands auteurs, et en particulier un, qui ont écrit des œuvres sur ces guerres de religion, qui sont peut-être davantage des chefs-d'œuvre, enfin qui, quelque part, ont passé davantage la rampe, on va dire, de la postérité. C'est en particulier les tragiques d'Agrippa d'Aubigné. Agrippa d'Aubigné est aussi un protestant. Alors c'est un protestant, c'est un militaire, lui, à la différence de Jean de Léry. Donc il tue, il viole, il pille, enfin, etc. Enfin, voilà. Et puis il est célèbre, il était apparenté à Corneille pour s'être pris un coup de pique à la bataille de Coutras et d'avoir rejoint Sainte à cheval avec le ventre à l'air. Voilà, il était vraiment excité, il était tellement excité que les protestants lui disaient de se calmer. C'était un violent, c'était vraiment terrible. Mais il a écrit un chef-d'œuvre de littérature qui est publié au XVIIe siècle, qui s'appelle Les Tragiques, en vers, dans lequel il décrit de manière apocalyptique les guerres de religion d'un point de vue protestant. Évidemment, c'est abominable. Il y a aussi des histoires tragiques de notre auteur, et puis il y a bien des choses qui ont été écrites par les catholiques ou par les protestants, par des combattants. Par exemple, je rêve de faire rééditer un livre écrit par un seigneur de Gaches, qui était un guerrier protestant du côté de Sorèze, de Castres, etc., qui décrit les guerres de religion au ras la touffe. Voilà. Alors là, on tue, on pille, on viole, etc. Enfin voilà. Mais les catholiques ont fait des textes analogues, donc il y a toute une littérature vraiment terrible, dont celle de Jean de Léry. Alors on doit à Franck L'Estringant, qui est un spécialiste des cannibales, qui était professeur à l'université de Lille et qui est un spécialiste de Jean de Léry, d'avoir publié il y a quelques années dans cette collection Livre de poche, le livre qui en gros n'avait pratiquement pas été republié depuis le XVIe siècle. Il y a eu quelques éditions un peu savantes autour des années 2000, mais là donc on a le texte maintenant, pas cher on va dire, accessible, lisible pour tout le monde, et donc on a une sorte de diptyque très intéressant pour l'histoire de l'écriture entre un livre on va dire tardif de Jean de Léry, qui est Le Voyage en terre de Brésil, et puis le livre qui est source fondamentale, mais qui répond, ou qui précède. Voilà. Donc l'œuvre de Jean de Léry, c'est 2 livres, Sancerre et puis le Brésil. Et donc ça vient s'opposer, ça fait une espèce de contraste, et l'œuvre entière de Jean de Léry, c'est ces 2 choses. Les sons de côté, les quelques lettres qu'on a de lui, les sermons, etc. Ce sont ces 2 choses très remarquables et qui méritent d'être lues. Alors là, aujourd'hui, pour aborder un peu ce texte, je vais faire une chose un peu particulière. Au lieu de prendre un seul texte, je vais en prendre 2. Parce que le livre est extrêmement dense, je ne prends pas les passages militaires, trop compliqués, etc. Je vais prendre un passage du cannibalisme qui renvoie au Voyage en terre de Brésil, donc autour de la page 160. Et puis ce livre, comme c'est souvent le cas pour des livres de la Renaissance, c'est un livre en prose, est précédé par des vers. Et donc il y a un sonnet, on va dire liminaire au début, dans lequel Jean de Léry, donc qui était aussi un poète, on a quelques poèmes de Jean de Léry, bon c'est pas le plus grand poète de la Renaissance évidemment, mais il écrit des vers, il écrit un sonnet, il donne une sorte de grand niveau de littérature à ce texte en l'introduisant par un sonnet, c'est-à-dire quelque chose qu'on va lire, et je vais commenter assez rapidement le sonnet pour aller ensuite dans le texte en prose. Donc le sonnet qui est là, et donc il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est juste que L'Estringant a maintenu l'orthographe de la Renaissance. Sonnet avec un seul N. Sonnet. Qui voudra voir une histoire tragique, ne lise point tant de livres divers, grecs et latins, semés par l'univers, montrant l'horreur d'Amérique et d'Afrique. Qu'il jette l'œil sur Sancerre l'antique, il y verra des ennemis pervers, canons, assauts,
coups à tort, à travers, et tous efforts de la guerrière pique. Combat terrible, et plus cruel fin, où de l'enfant la chair servit de pain. Au ciel, aux terres, au grand Dieu, quel outrage! Qu'en moins d'un an, un seul lieu fasse voir plus de pitié que ce que peut avoir tout l'univers de hideux en partage. Voilà un sonnet remarquable. Alors, le sonnet, on connaît bien cette forme, c'est une forme, disons, italienne au départ, illustrée particulièrement par Pétrarque, qui vient en France au milieu du XVIe siècle, qui est illustrée par Du Bellay et par Ronsard, en particulier, et par bien d'autres ensuite. Et donc, c'est une forme assez particulière, c'est une forme courte, fixe, avec des règles. Il y a toujours 14 vers du même mètre. Ici, ce sont des décasyllabes. Et puis, un système de rimes qui fait que pour nous, quand on les fait apparaître, on fait apparaître volontiers 2 quatrains et 2 tercets. Au XVIe siècle, c'était un seul bloc de 14 vers. Et donc, c'est une forme close avec des effets d'écho qu'on peut le faire dedans. Et une forme close qui résonne à l'intérieur d'elle-même, qui sonne bien parce que les rimes reviennent, parce qu'il y a le même mètre de vers. Mais dans tous les sonnets, il y a comme une sorte de problème. Le sonnet est l'anti-rondo. Vous savez, le rondo, c'est un peu le poème de la chanson. Ça s'en va et ça revient. Ça revient à même. Dans le sonnet, il y a 14 vers. Donc, il y a un problème. Où est le milieu du sonnet? Il y a quelque chose qui ne marche pas bien dans le sonnet. Ou bien le milieu, c'est au vers 8, 9, mais à ce moment-là, ce n'est pas le milieu. Ou bien le milieu, c'est au vers 7, 8, mais le milieu est problématique. Et donc, le sonnet est comme déséquilibré. Donc, il y a 4, 4, et puis de nouveau 4 vers, puis 2 qui se rajoutent. Bon, 2, c'est le distique de la fin, voilà, qui peut ne pas être un distique. Ici, le distique, c'est fin, pain, et puis ensuite 4 blocs. Alors, ce sonnet-là, assez typiquement, est une œuvre de concentration. Un sonnet, c'est une œuvre très, très petite, 14 vers, voilà, ici 14 vers de 10 syllabes chacun. Au fond, l'idée, c'est dans le sonnet, concentrer en le minimum de place possible, de nombre de mots possible, une sorte d'infini. Alors ça coïncide bien avec le sujet du sonnet. Dans un seul lieu, et là je parle comme Boileau, vous savez, un seul lieu, un seul jour, un spectacle accompli, tienne jusqu'à la fin, le théâtre rempli. Voilà la règle dite des 3 unités. Bon, en un seul lieu, Sancerre, en un temps limité, quelques mois, eh bien, tout l'univers, un seul acte, le massacre des protestants, la famine, etc. Et donc, le sonnet va dire, parce que c'est une forme petite, la totalité. Et donc, quelque part, vous le voyez bien qu'il y a la totalité. Il y a Sancerre d'aujourd'hui, dont on nous rappelle que c'est Sancerre l'Antique. Bon, c'était un oppidum, mais même c'est plus ancien que les oppidas. Donc, c'est une vieille dont il sait très bien qu'elle est très ancienne. Il y a d'ailleurs le saint de Sancerre. Il a un drôle de nom parce que le saint de Sancerre, c'est Saint Satour, Satoura. Si vous allez à Sancerre, il y a les restes de l'abbaye de Saint Satour, c'est-à-dire la satire, c'est-à-dire le satyre, vous voyez, voilà, bitomane, qui est devenu un saint il y a bien longtemps, d'accord, voilà. Et donc, Saint Satour, c'est l'abbaye du coin, voilà, avec ce nom invraisemblable d'un saint qui est censé avoir vécu en Afrique. Personne ne sait très bien qui c'est. Mais simplement, c'est le satyre romain, qui est devenu un saint. Et donc, c'est une ville dont on sait bien, quand on est là, qu'elle est antique. Ça fait déjà rigoler tout le monde, à Saint-Satour, Saint-Satyre, etc. Elle est antique, donc il y a le temps, le lieu. Mais vous voyez qu'on nomme aussi l'Amérique, l'Afrique, les Grecs et les Romains dedans. Et les Grecs et les Romains ne sont pas nécessairement les Grecs et les Romains de l'Antiquité. Parce que pour les gens du XVIe siècle, les Grecs, c'est ce qu'on appelle les Byzantins. Très largement. Et les Byzantins sont allés se balader, effectivement, en Afrique, beaucoup, et font des récits de voyage. Et les Romains, c'est les Italiens, mais ça peut être aussi les Romains de l'époque romaine. Et les Romains de Tite-Live n'ont pas écrit sur l'Amérique. Mais les Romains d'aujourd'hui, c'est-à-dire les Italiens, c'est-à-dire le pape, enfin, vous voyez, les cardinaux, enfin, etc., l'Église, Bartholomé de Las Casas, en particulier, est allé se balader en Amérique du Sud, et Bartholomé de Las Casas raconte, évidemment, les horreurs qu'il y a eu là-bas, très loin. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller bien loin. Qui voudra voir une histoire tragique ne lise pas tous ces auteurs, il suffit de regarder cette chose concentrée qui s'est passée dans cette petite ville. C'est une petite ville, Sancerre, c'est pas Paris, c'est pas Bordeaux, c'est pas Toulouse. Ça devait être 1000 habitants à l'époque, un truc de ce genre. Donc c'est sur une colline, c'est dans l'oppidum, il y a un château, il y avait une église, elle a été rasée bien entendu, le château aussi, tout ça a disparu dans l'affaire. Et puis il y avait cette abbaye de Saint-Satour. Donc c'est une petite ville toute petite, modeste à l'échelle de l'époque, et pas une ville avec des monuments exceptionnels, bon, une ville. Et donc, qui voudra voir une histoire tragique, et donc je vais reprendre un peu cette expression d'une histoire tragique. Donc le mot histoire, on l'a trouvé dans le titre même, une histoire. Donc un récit, un peu plus tard, un auteur va faire des histoires tragiques. Le mot tragique est un mot français évidemment, mais un mot qui remonte au grec, et donc on sait ce que c'est qu'une tragédie. La tragédie, ça veut dire, c'est le chant du bouc qu'on est en train d'égorger. Donc tragoïdein en grec, voilà. Tragoïdein, ça veut dire, je vois ce qu'il fait, enfin, voilà, il n'est pas très content, voilà. Il peut rien faire contre le fait qu'on va l'égorger, il hurle, c'est le destin, enfin c'est la mort, et donc la tragédie a à voir avec le sacrifice absolu. Et donc c'est un genre littéraire illustré en Grèce, Euripide, Sophocle,
Sophocle, etc., Échille, repris par les Romains, repris par des auteurs du XVIe siècle déjà. Et donc c'est un genre vraiment, mais c'est pas simplement une histoire tragique, une pièce de théâtre, c'est aussi quelque chose de terrible dans lequel il n'y a pas d'issue. À Sancerre, évidemment, c'est une histoire tragique parce que il n'y a pas d'issue. Les types sont fermés dedans, ils sont encerclés, ils vont tous mourir ou en tout cas s'en tirer en mauvais état. Et puis c'est aussi une histoire vraiment tragique parce que alors qu'on est dans l'espérance chrétienne en principe, enfin, etc., grâce à l'évangile, à la Bible, enfin tout ce qu'on veut dans ce genre, grâce à l'humanisme, à la civilisation, l'Italie, ce que vous voulez, on devrait ne pas avoir une chose aussi horrible. Voilà, un peu comme pour nous, c'est vraiment mutatis mutandis. L'histoire de Gaza, c'est une tragédie absolue. Ils sont enfermés, c'est abominable, ils se font bombarder dessus. Et puis on va se dire aussi, alors que nous sommes des pays civilisés, etc., le monde, etc., au XXIe siècle, bon voilà, bon, il y a des types qui sont écrabouillés tous les jours à Gaza, ou d'ailleurs d'autres endroits, mais à Gaza en particulier. Donc ça ressemble un peu parce que c'est fermé. Une histoire tragique, c'est une histoire abominable, fermée, enfermée, il n'y a pas de solution, mais qui nous remet en question complètement. Ça continue d'en Phèdre, hein. Phèdre, au fond, est une brave femme, mais malheureusement, elle n'y peut rien, elle tombe amoureuse d'Hippolyte. Hein. C'est terrible, à la fin, tout le monde meurt. Hein. Les monstres sortent, évidemment, mais bon, finalement, elle n'y est pour rien. Enfin, c'est comme ça. Hein. C'est terrible, alors qu'elle est bien élevée, que tout ce que vous voulez, hein, voilà, mais tout le monde meurt. Il n'y a pas de coupable particulier, tout le monde est coupable. Enfin, c'est pas très bien. Donc, une histoire tragique, et le mot revient d'ailleurs vers la fin du texte. Évidemment, pas la peine de lire tant de livres divers. Voilà, il y en a tant qu'on veut, des livres qui racontent des Bartholomé de Las Casas et bien d'autres, et puis des textes antiques aussi, où on nous raconte des choses horribles. Si vous voulez lire un texte horrible pour compléter, lisez la Germanie de Tacite. Vous verrez comment les Romains se comportent avec les Germains. On les passe le fil de l'épée, on les viole, on les trouve, etc. Voilà. Il est vrai que les Germains leur avaient massacré une légion de Varus dans la forêt de Teutobourg, et donc ils avaient vraiment envie de les massacrer. Et donc ils les massacrent, mais c'est terrible. Enfin voilà, on massacre tout le monde. Hein. Et donc c'est pas la peine de lire tant de livres divers. Il y en a plein de livres qui racontent des histoires, grec et latin dans les deux sens qu'on peut donner au mot, soit moderne, soit ancien, semés par l'univers, montrant l'horreur d'Amérique et d'Afrique. Et donc l'horreur est partout, erescere en latin, ça veut dire se dresser les cheveux sur la tête. Et donc l'horreur va très bien avec la tragédie, et évidemment l'univers qui rime à l'intérieur avec l'univers, parce que évidemment comme chez La Fontaine, on fait rimer ces deux mots qui se renvoient l'un l'autre, univers et divers. Eh bien celui-là qui jette un œil, alors c'est presque rigolo, sur Sancerre l'Antique. Bon, d'un côté, la grande littérature grecque et romaine, voilà, le monde entier, Sancerre l'Antique, qui jette un œil. Ouais, bon, tu jettes un œil, t'as vu, juste un petit œil comme ça, voilà. On n'est même plus dans lire, mais on voit effectivement la prolongation du champ sémantique de voir, qui voudra voir, qui jette un œil, et vous voyez jusqu'à la fin, on va retrouver le verbe voir, voir. Et c'est un des mots centraux de l'œuvre de Jean de Léry, aussi bien quand il va au Brésil qu'à Sancerre. Il s'agit de voir. Il est un témoin, il a vu les sauvages, il a vu les types de Sancerre, et il invite le lecteur à voir. Donc son livre, pour reprendre un mot biblique, est une apocalypse. Hein, on va avoir une sorte de révélation. Waouh, les chrétiens, c'est aussi comme ça. Je l'ai vu, et on va voir ce qu'il a vu tout à l'heure, et je vais vous le faire voir. Donc la littérature, c'est un art du voir, hein, c'est un art du spectacle, hein, de ce point de vue-là, même si ça passe par les mots. Et donc il jette un œil, alors c'est pas grand-chose, il y verra des ennemis pervers, vous voyez comment le sonnet, la poésie envoie les noms, il y verra des ennemis pervers, hein, pervers, verra, hein, voilà, on les entend deux fois. Alors pervers, ils sont pas pervers sexuellement, ils sont tordus simplement, hein, ils sont méchants, quoi, ils font des pièges, enfin tout ce que vous voulez. Hein. Canon, arceau, court, à tort et à travers. Tort et travers, c'est l'expression aujourd'hui veut dire, si je parle à tort et à travers, ça veut dire je dis n'importe quoi. Là, ça veut dire on envoie des boulets dans tous les sens, hein, tort et à travers, c'est pas le sens moderne. Et tous les efforts de la guerrière pique, donc voilà, c'est une des armes possible, combat terrible et plus cruel fin, ou de l'enfant la chair servie de pain, au ciel, aux terres, au grand Dieu, quel ouvrage. Alors, c'est l'épisode qu'on va retrouver tout à l'heure qui a particulièrement frappé Jean de Léry. Donc, un enfant est dévoré par ses parents. Et alors, évidemment, ça retourne l'agneau du Christ, hein, l'agneau mystique. Hein, voilà. Le Christ n'est pas nécessairement un enfant. L'idée centrale, c'est l'agneau. Et quand on va à la messe, on communie en mangeant le corps du Christ. Et là, c'est des gens qui font une sorte de messe à l'envers, hein, puisqu'ils vont manger le corps de leur propre enfant, alors même qu'ils sont chrétiens. Et donc, effectivement, ça entraîne une montée lyrique. Au ciel, aux terres, au grand Dieu. Là, c'est le pasteur hein, qui parle, hein, voilà, il s'adresse au ciel et à la terre, à Dieu. Et, il n'y a pas les saints, hein, on est chez les protestants. Quel outrage, c'est-à-dire quelle horreur, quelle abomination, hein, quel excès de ça. Et l'outrage est rassemblé dans le TRC qu'en moins d'un an, un seul lieu, on dirait déjà du Boileau, hein, un seul lieu, un seul acte accompli, voilà, dans un seul lieu, c'est-à-dire effectivement Sancerre, fasse voir, de nouveau le verbe voir qu'on avait au début, plus de pitié
donc de malheur, de douleur, hein, c'est sans sens-là. C'est pas la pitié où j'ai pitié de quelqu'un, c'est la pitié, c'est une abomination, c'est affreux, quel malheur, hein, voilà, plus de pitié que ce qu'on peut avoir, tout l'univers de Hideux en partage. Alors, le dernier vers d'un sonnet, quand il est réussi, et c'est le cas, est une pointe, c'est-à-dire que ça va rassembler en quelques mots l'essentiel. L'essentiel, c'est effectivement l'univers, qu'on a déjà vu en dos, l'univers, donc c'est une totalité, et puis effectivement le hideux qui renvoie à tragique, à hérissé, etc., la laideur absolue, mais hideux c'est plus que laid, et on partage, c'est-à-dire que dans ce lieu-là se trouve répandu, dans ce petit lieu, plus que toute l'horreur qu'il peut y avoir dans l'univers, hein, voilà exactement. Et donc on a vraiment la tragédie au sens vraiment presque classique du terme. Alors, ce n'est pas en un jour, c'est en quelques mois simplement, mais en un seul lieu et un seul acte qui est accompli. Et donc, le livre va avoir deux régimes. Un régime de concentration. La concentration, c'est le sonnet. Et puis, un régime d'expansion avec donc le récit de 150 ou 200 pages, qui est le récit de Jean de Léry. Et dans ce livre-là aussi, dans la partie en prose, il y aura aussi des concentrations et des extensions. Les concentrations, c'est la page qu'on va lire, où là, on prend une scène particulière et on la décrit, et cette scène est très emblématique, voilà, un peu le poids des mots, le choc des photos. Et puis des passages plus longs, enfin, où on décrit la ville de Sancerre, le château, les mouvements des troupes, etc. Et donc, le livre va faire diastole-systole. Et alors, on va regarder effectivement cette page en prose, qui est une des plus remarquables du livre, qui est la page 160. Je vais lire un petit peu le passage jusqu'à la page 163, parce que ça fait une unité de texte véritablement. Vous écoutez Yves Le Pestipon lors d'un classique au détail autour de Histoire mémorable de la ville de Sancerre de Jean de Léry, lundi 2 février 2026 à la librairie Ombre Blanche. Et donc on est plus ou moins au milieu de l'ouvrage. Ça fait déjà des mois que la ville est assiégée. Il y a eu des sorties de protestants, enfin et quelques catholiques pour combattre. Ils se sont battus dans le château au-dessus. Par moments, les catholiques réussissent à monter plus ou moins dans le château. Ils foutent le feu, enfin, etc. Enfin bon, c'est un siège. Donc on rentre, on sort plus ou moins. Les protestants se défendent terriblement bien et les catholiques, en gros, les attaquent avec une armée extrêmement puissante autour. Et donc il y a des tirs, hein, toute la journée, toute la nuit. C'est vraiment Gaza, hein, de ce point de vue-là, c'est on tire. Alors ils n'ont pas les missiles, mais enfin bon, ils ont des trucs pas mal quand même. Il semble qu'on ne pourrait rien ajouter pour décrire l'état misérable d'une pauvre ville assiégée, voire si bien environnée, tranchée et circuite de toutes parts, qu'il était bien malaisé et presque impossible d'en sortir ni d'y entrer, et moins d'y apporter ou amener vivre. Mais hélas, ce que dit le prophète Jérémie au livre de ses lamentations des habitants de Jérusalem, lesquels, ayant accoutumé de manger les viandes délicates, périrent par les rues et se paissaient de la fiente des hommes et des bêtes durant le siège, n'a-t-il pas été vu et pratiqué dans Sancerre? Car je puis affirmer que les fientes et excréments humains y ont été amassés et recueillis pour manger. Et y en avons vu qu'ayant rempli leurs écuelles de fientes de cheval, la mangé de si grande avidité, qu'ils disaient la trouver aussi bonne qu'ils eussent fait du pain de son, et au reste amassé toutes sortes d'ordures et vilainies par les rues, grattant sur les fumiers, y cherchant des vieux os, vieilles cornes et autres choses impossibles à croire à ceux qui ne l'ont pas vu. Car seulement la puanteur de ces choses était assez pour empoisonner ceux qui les maniaient, et par plus forte raison ceux qui les mangeaient. Mais, ô Dieu éternel, voici encore le comble de toute misère et du jugement de Dieu. Car, comme il proteste en sa loi qu'il réduira ceux qui n'obéiront à ses commandements en tel état, que durant le siège il fera que les mères mangeront leurs enfants, les enfermés dans Sancerre, combien qu'ils fassent assaillis, non à cause de leurs péchés, mais pour sa querelle et pour le témoignage de sa parole, n'ayant pas bien fait leur profit de la connaissance qu'il leur avait baillée, ni assez profité sous ses autres verges et châtiments, et quoi que c'en soit par le bon vouloir de Dieu, ont vu commettre ce crime prodigieux, barbare et inhumain perpétré dans l'enclos de leurs murailles. Car le 21e de juillet, il fut découvert et avéré qu'un vigneron nommé Simon Potard, Eugène sa femme et une vieille femme qui se tenait avec eux nommée Philippe de la Fueille, autrement l'Emery,
avaient mangé la tête, la cervelle, le foie et la frissure d'une de leurs filles âgée d'environ 3 ans, morte toutefois de faim et en langueur. Ce qui ne fut pas sans grand étonnement et frayeur de tous ceux qui l'entendirent. Et certes, m'étant acheminé près le lieu de leur demeurance, ayant vu l'os de la tête de cette pauvre fille curée et rongée, et les oreilles mangées, ayant vu aussi la langue cuite, épaisse d'un doigt, qu'ils étaient prêts à manger, quand ils furent surpris, les 2 cuisses, jambes et pieds dans une chaudière avec vinaigre, épices et sel prêts à cuire et mettre sur le feu, les 2 épaules, bras et mains tenant ensemble avec la poitrine fendue et ouverte, appareillés aussi pour manger, je fus si effrayé et éperdu que toutes mes entrailles en furent émues. Car, combien que j'ai demeuré 10 mois entre les sauvages américains en la terre du Brésil, leur ayant vu souvent manger de la chair humaine, d'autant qu'ils mangent les prisonniers, qu'ils prennent en guerre, si n'en jamais eu une telle terreur que j'eus frayeur de voir ce piteux spectacle, lequel n'avait encore, comme je crois, jamais été vu en ville assiégée en notre France. Donc voilà un épisode terrible, concentré, assez bref aussi, qui, dans ce passage-là de concentration sur un épisode, une petite fille qui est mangée par ses parents à l'intérieur d'un siège qui dure des mois, bien sûr. Donc c'est un détail, on va dire. Le Pen dit parler des camps comme le détail de l'histoire de France, de la guerre. Bon, enfin voilà, horrible. Là, c'est un détail de l'épisode, mais ce petit détail est révélateur de l'horreur même de ce qui s'est passé pendant 10 mois. Mais au fond, ce qui s'est passé pendant ces 10 mois à Sancerre renvoie à toute l'horreur de la Saint-Barthélemy pour Jean de Léry, bien sûr, et à toute l'horreur de la politique royale qui amène les protestants à être massacrés. Mais au fond, là aussi, il est plus objectif qu'on pourrait y croire. C'est-à-dire, on pourrait avoir une sorte de fanatique protestant, ce qui est Agrippa d'Aubigné, quelques années plus tard. Agrippa d'Aubigné, lui, il n'est pas du tout objectif. Les protestants sont très bien, les catholiques sont des salauds, des affreux, des abominables, etc. Chez Jean de Léry, il n'y a pas ça. C'est une sorte d'observateur. Il observe là des protestants en train de manger leurs filles. Et donc, c'est pas terrible. Alors même qu'ils ont reçu la loi, etc., qu'ils ont lu la Bible, ils font cette chose-là que les sauvages d'Amérique font aussi. Mais dans le cas des sauvages d'Amérique, d'abord, ils sont sauvages, ensuite, ils ne sont pas chrétiens, et au moins, ce qu'ils bouffent, c'est les guerriers d'autrui. C'est pas leurs propres enfants. Et donc, effectivement, c'est bien plus horrible ce qui se passe à Sancerre entre des chrétiens protestants au milieu du XVIe siècle, après, disons, 50 ou 100 ans de renaissance, puisque c'est le nom qu'on donne maintenant à cette époque-là, où ils ont eu le sentiment d'un progrès de civilisation. Quand on se promène au château de Chambord, de Blois, etc., à Fontainebleau, et quand on regarde les tableaux de Léonard de Vinci ou les textes de Léonard de Vinci, peu importe, on se dit, oui, c'est quand même une civilisation, c'est un progrès considérable. On se dit, c'est plus le Moyen-Âge. On a tort d'ailleurs de parler du Moyen-Âge en termes trop noirs. Enfin bon, on se dit ça un peu bêtement. Mais au bout du compte, au bout de 50, 100 ans de renaissance, d'imprimerie, de peinture, de musique, de Monteverdi, de tout ce que vous voulez, ça, voilà ce qui apparaît, et parmi des chrétiens, parmi des chrétiens. Donc, voilà ce texte-là, très particulier, évidemment qu'on ne peut pas tout à fait donner dans une classe de collège, encore que, le soir, les gamins regardent sur Internet des choses bien plus horribles que ça, le moindre manga est bien pire, mais enfin, peut-être qu'ils trouvent que c'est pas assez. En tout cas, là, on est très loin de Walt Disney, et très loin des petits contes. On est plus proche quand même du petit chaperon rouge, si vous voulez. La grand-mère est un peu suspecte, voilà. Le loup aussi d'ailleurs. Donc voilà ce récit en prose, terrible, qui vient développer et en même temps concentrer ce qu'on lisait dans le sonnet tout à l'heure. Donc c'est une scène à l'intérieur d'un récit beaucoup plus ample qui consacre un petit peu les choses. Alors, je vais regarder un petit peu quelques détails. Si je reprends la lecture de ce récit, c'est un récit qui est en même temps un discours. Moi, le pasteur Jean de Léry, je m'adresse à mon lecteur comme si c'était un auditeur dans lequel je fais le culte, de quelque manière. Donc je m'adresse je parle véritablement. Dans ce récit qui est une démonstration, il semble qu'on ne pourrait rien ajouter pour décrire l'état misérable d'une pauvre ville assiégée. Donc il ne va pas se contenter de décrire, il commente le fait qu'il est impossible, apparemment, de rien ajouter à la description qu'il a déjà faite de cette ville assiégée. Alors, il précise dans quel état elle est. Donc là, on pense à Gaza, quant à nous, mais enfin, on peut penser à d'autres choses. Dans le monde contemporain, cette pauvre ville, donc une petite ville malheureuse, enfin tout ça, ce que veut dire pauvre. C'est pas une ville pauvre au sens de l'argent, c'était une ville assez riche. On faisait déjà du vin de Sancerre depuis le Moyen-Âge. C'était réputé comme des meilleurs vins de France. Ils en produisaient tellement, même qu'à un certain moment, Charles IX, je crois, leur demande d'arrêter
arrêter d'en produire parce qu'il faudrait aussi produire du blé, des choses comme ça, pour nourrir la population, parce que le vin, ça rapporte davantage. Voilà en gros le truc. Voilà. C'est pas une pauvre ville au sens, une ville qui n'aurait pas le sou. Voilà. C'est une ville avec château, église, abbaye, du vin, enfin, etc. Donc c'est une malheureuse ville. Pauvre ville, voire si bien environnée. Donc environnée, c'est-à-dire elle est encerclée, véritablement, autour d'elle, de manière très efficace. L'armée catholique a installé des fortins, des pieux, enfin tout ce que vous voulez. Elle est tranchée. Donc effectivement, ils ont fait des tranchées tout autour, et voilà, pour sortir, c'est pas circuite de toutes parts, qu'il était bien malaisé et presque impossible d'en sortir, ni d'y entrer, et moins d'y apporter ou amener vivre. Donc c'est très simple. Les protestants, essentiellement, ont tenté des sorties qui ont été vaincus. Il y a eu des exploits, on va dire, militaires, mais voilà. Et donc la nourriture n'entre pas. Et donc, au bout de 7 mois, plus ou moins de siège, le siège va encore durer 2 mois, il n'y a plus rien à bouffer à l'intérieur. Ils sont plus ou moins de 1000 ou 2000. Et donc, il n'y a plus rien. Mais hélas, ce que dit le prophète Jérémie au livre de ses lamentations des habitants de Jérusalem. Alors, Jérémie est un des grands prophètes de l'Ancien Testament et effectivement est associé à l'idée, c'est pas que ça, on se plaint. Voilà, Jérémie, ce sont des lamentations véritablement pour l'essentiel, mais c'est pas que ça a un intérêt théologique beaucoup plus grand. Et effectivement, dans Jérémie, alors je lis, parce que j'ai la note, le texte de Jérémie, c'est la note 149, le texte de notre ami l'Angel Léry est un commentaire de Jérémie, donc traduction du XVIe siècle, bien sûr. Ceux qui mangeaient viande délicate sont péris dans les rues, et ceux qui avaient été nourris sous vêtements de grains ont embrassé les étrons. Jérémie semble décrire déjà quelques siècles avant Jésus-Christ ce qui se passe à Sancerre. Alors ça, c'est un point de vue, on va dire, très, très chrétien, particulièrement protestant. J'éclaire l'histoire que je suis en train de vivre, donc en particulier l'histoire de Sancerre là, comme une sorte d'illustration de ce qui a déjà été écrit dans la Bible. La Bible dit déjà ce qui s'est produit, qui va se reproduire en quelque manière à l'infini. On n'est pas dans l'idée d'une sorte de progrès de l'histoire, mais une sorte de répétition où tout est déjà écrit là-dedans. Et donc, le pasteur Jean de Léry fait vraiment son travail, c'est-à-dire qu'il lit l'actualité à la lumière de quelque chose de terriblement ancien. Alors pour nous, c'est vraiment pas facile à imaginer, à comprendre. Au demeurant, quand on écoute les discours des musulmans actuels ou des juifs, voilà, ils sont toujours en train d'illustrer ce qu'ils font entre eux, qui ne nous paraît pas bien d'une manière ou d'une autre, par le fait que c'est déjà écrit dans le Coran ou dans la Bible ou ailleurs. Et nous, les modernes, on se dit, mais non, l'histoire est une aventure qui se développe et l'avenir n'est pas écrit, ni rien du tout. Voilà, ça nous paraît très choquant, un type qui arrive en disant, c'était déjà dans Jérémie, c'est-à-dire il y a 3000 ans. Mais dans cette mentalité qui est présente, très forte, chrétienne aussi à la Renaissance et particulièrement chez les protestants, il y a cette idée très importante, c'est qu'on revit sans arrêt les temps bibliques. Les prophètes ont vraiment vu ce qui se produit véritablement. Et effectivement, la preuve est donnée. À Sancerre, on bouffe des étrons. Jérémie décrivait ça. Donc, c'est pas pour agrandir la chose de manière esthétique, c'est juste pour dire, d'une part, la Bible a raison. Elle nous l'avait déjà dit. C'était déjà dedans, véritablement, cette chose terrible s'est produite. Et puis, moi qui connais la Bible, je peux établir le lien, véritablement, entre ces deux choses. Donc, il y a le texte écrit par Jean de Léry, et dessous, il y a un lourd texte, un texte plus fondamental, c'est la Bible. C'est la Bible, et en particulier Jérémie, qui apparaît en première page et qui réapparaît ici. Donc Jean de Léry se fait comme une sorte de Jérémie New Age, de la nouvelle époque, un Jérémie du milieu de la Renaissance. Voilà, je refais cela. Et de même que la Bible, ce sont finalement des mémorables, ça pourrait être le titre de la Bible quelque part, on se souvient des épisodes terribles que les Juifs ont vécus, etc., en Égypte ou ailleurs, etc., tout ce que vous voulez, avec Nabuchodonosor et bien d'autres. De même que les Grecs, Xénophon a écrit des mémorables, moi je fais des mémorables, c'est-à-dire on va se souvenir que quelque chose s'est passé, mais qui s'est déjà passé, qui nous reproduit sans arrêt, et duquel on ne sort jamais. Et Sancerre illustre Jérémie, en même temps que Jérémie illustre Sancerre. Alors, c'est là quelque chose qui, pour la conscience, disons, contemporaine, la nôtre, est presque incompréhensible. Mais qu'on a régulièrement, quand on lit des livres écrits par des Juifs ou par des Arabes sur ce qui se passe au Moyen-Orient, ils sont toujours en train de raconter l'histoire d'avant. Saladin, blablabla, enfin, vous voyez, etc. Et nous, on a du mal à nous dire, je sais pas que Macron est on va dire que Macron est un nouveau Louis XIV, mais c'est plutôt une sorte de rigolade, quoi, voilà. Très peu dans le débat politique français actuel, ou allemand, ou italien, ou espagnol, en train de dire, ce que nous vivons, c'est écrit dans la Bible, déjà. Le Covid, c'est déjà dans la Bible, enfin, je sais pas quoi. Il y a quelques types qui disent ça, mais ils vont passer pour les allumés, voilà, plus ou moins. Là, c'est pas un allumé, Jean de Léry n'est pas un allumé, il fait ce que fait tout le monde, que les catholiques font aussi, un peu différemment, mais les protestants le font vraiment à coups de Jérémie, qui ne sont pas des jérémiades en réalité. Mais là, ce que dit le prophète Jérémie, ces habitants, lesquels ayant accoutumé de manger les viandes délicates, périrent par les rues et se paissaient de la fiente des hommes et des bêtes, donc on a lu tout ça, durant le siège,
n'a-t-il pas été vu et pratiqué dans Sancerre? Ben oui, c'est la même chose, hein, voilà. C'est la même histoire qui se reproduit. Car je puis affirmer que les fientes et excréments humains y ont été amassés et recueillis pour manger, depuis bien longtemps, et on comprend bien pourquoi. Les fientes et excréments sont pensés comme l'horreur de la nourriture absolue, bien entendu, en même temps qu'on peut à la rigueur les manger, enfin même si, je crois qu'il y a des médecines modernes qui aiment bien ce genre de choses, voilà, mais ça apparaît comme l'horreur, donc c'est une sorte de retournement, et dans la peinture, effectivement, Bosch et autres, quand ils nous montrent des scènes d'enfer, ils nous montrent des gens qui sont en train de bouffer leurs fientes. Là, on est en enfer, hein, vraiment, c'est l'horreur absolue. Et y a-t-on vu qu'ayant empli leurs écuelles de fientes de cheval, pire encore, les mangeaient de si grande avidité qu'ils devaient la trouver aussi bonne qu'ils eussent fait du pain de son. Donc le pain de son, voilà. Et au reste, amasser toutes sortes d'ordures et vilainies par les rues, grattant sur les fumiers et cherchant les vieux os, vieilles cornes et autres choses impossibles à croire ceux qui ne l'ont pas vu. Alors évidemment, Jean de Léry sait très bien que là, il raconte donc une histoire incroyable. Mais il est dans la position du journaliste qui va à Gaza, où vous voulez, hein, voilà, au fond de l'Ukraine, qui voit des choses que les gens, normalement, ne peuvent pas croire possibles. Voilà. Simplement, il est dans une position un peu différente. C'est que les lecteurs de Jean de Léry en 1574 sont des gens, et ils sont contemporains de Sancerre. Ils ne l'ont pas vu à la télévision, mais dans leur village, à Saint-Affrique, à Saint-André-Noble-Val, à Montauban, à Sorèze. À Sorèze, j'étais hier, enfin voilà, l'abbaye a été détruite par les protestants. Là, c'est les protestants qui ont massacré. Bon, mais la ville à côté, c'est les catholiques, hein, c'est pas grave. Hein. Ils savent très bien que c'est incroyable, et pourtant c'est vu. Donc, c'est un livre destiné à être lu par des gens qui savent qu'en gros c'est vrai. C'est pas le touriste qui va faire 3 photos à Gaza et qui les envoie à quelques, je sais pas, Chinois, Américains ou autres pour les distraire alors qu'ils s'ennuient un petit peu. Voilà, c'est pour des gens qui méditent avec vraiment les questions fondamentales qui sont des questions vraiment politiques certes, mais surtout théologiques. Comment cela est-il possible dans une terre de chrétiens? Et c'est tellement incroyable pour Jean de Léry que ça va l'amener à écrire un livre. L'horreur va faire de lui un écrivain. Comme, vous savez, certains disent on ne peut pas écrire après Auschwitz ou Dachau ou des choses comme ça. C'est pas vrai. Enfin, il y a des gens au contraire qui écrivent, par exemple Robert Antelme, il n'était pas du tout un écrivain, il s'est mis à écrire parce qu'il n'était pas à Dachau, etc. Il était dans des camps, disons, de travail, forcés, on va dire. Mais enfin, il s'est mis à écrire parce que ce qu'il a vu était abominable. Et un certain nombre de gens ont écrit après l'épisode des camps, qu'ils n'avaient pas du tout l'intention d'écrire des livres, mais devant l'horreur absolue, pour se reconstituer eux-mêmes, mais avec cette idée il faut que quelqu'un témoigne de ce qui a été vu dans ces choses épouvantables, qui se mettent à écrire. Jean de Léry est de ce point de vue un des premiers écrivains modernes, si on appelle écrivains modernes, les écrivains comme Solzhenitsyn ou d'autres, qui écrivent à la lumière des camps du goulag, des camps allemands, des camps chinois, toutes sortes de camps, c'est-à-dire qui écrivent à la lumière de la catastrophe. Et ça, c'est extraordinaire, puisqu'il écrit 2 livres à la lumière de la catastrophe. L'un, celui-là, directement, c'est la catastrophe, et l'autre, c'est la projection sur quelque chose de stupéfiant pour lui, les cannibales, de la catastrophe, et ce qu'il a vu chez les cannibales, et quelque manière, une sorte de rêve. Il écrit le livre en terre de Brésil dans la nostalgie. Ce qu'il a vu, il était jeune, hein, d'une part, il avait 30 ans, là, quand il l'écrit, il en a 60 ou 65 ans, donc il est vieux à l'époque, et puis il a traversé la guerre de religion, et il se souvient du temps où il était jeune, mais aussi il voyait des femmes nues, des beaux arbres, des singes dans les arbres, des perroquets, enfin tout dans ce genre. Ça ne devait pas être très rigolo d'écrire autour de 1575, 16, 17, quand il écrivait, protestant, dans la France, puis dans la suite, traqué, ayant dans la tête les souvenirs de ça. Et donc, voilà ces choses impossibles à croire, et pourtant, moi je les ai vues, et seulement vues et senties, c'est pas simplement voir, mais ça pue, car la puanteur de ces choses était assez pour empoisonner ceux qui les maniaient, et par plus forte raison, ceux qui les mangeaient. Et on retrouve le pasteur qui fait son sermon. Mais au Dieu éternel, formulation biblique, alors très typiquement protestante aussi, hein, voilà. Les catholiques ne parlent pas normalement tout à fait comme ça, que vous retrouvez sur les tombes protestantes, hein, à Toulouse, hein, si vous allez à Serta-Cabade, vous avez le carré juif et le carré protestant, et là vous retrouvez des citations de Jérémie, et vous trouvez Dieu éternel, hein, voilà, de manière assez régulière. Voici encore le comble de toute misère et du jugement de Dieu, car comme il proteste en sa loi qu'il réduira ceux qui n'obéiront à ses commandements en tel état, que durant le siège il fera que les mères mangeront leurs enfants, les enfermer dans Sancerre, combien qu'ils fussent assaillis non à cause de leurs péchés, etc., n'ayant pas bien fait leur profit de la connaissance qu'il leur avait ébaillée, ni assez profité sous ses autres verges et châtiments, et quoi que ce soit par le bon vouloir de Dieu,
ont vu commettre ce crime prodigieux, barbare, etc. Alors donc ces protestants, ces gens qui sont dans Sancerre, qui sont protestants pour la plupart, il y a aussi des catholiques, qui sont informés des interdits donnés par Dieu, par il qui est là. Ils n'en ont pas profité, et alors qu'ils sont assaillis non à cause de leur péché, ça serait une hypothèse possible, et ça serait un point de vue catholique, on va dire, vous avez péché, vous l'avez bien mérité, bande de petits salauds, Dieu vous donne un coup de bâton. Enfin, ça, c'est le catholicisme le plus lourd, hein, le curé du village, un peu con, voilà. T'as péché, poum, 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 pam, pam, cucu, hein, voilà. Alors ça serait un point de vue dont les protestants ont horreur, bien entendu, puisque nous sommes tous sous le couvert de la grâce, véritablement. Et donc, Dieu des protestants ne vient pas nous donner la fessée parce que j'ai volé des biscuits à la grand-mère ou parce que j'ai couché avec la voisine. Ça, c'est pas un point de vue du tout protestant. Les protestants sont très fermes sur ce point-là, d'accord ? Vous n'avez pas la punition parce que vous avez fait un péché, 2 péchés, 3 péchés, 4 péchés, 5 péchés, ce qui est une autre théologie. Donc c'est pas à cause de leur péché, bien entendu, parce qu'évidemment ils ont péché. Hein, les protestants, ils ont péché aussi. Ils ont fait des bêtises. Enfin, ils ont volé des biscuits. Ils ont baisé à côté. Enfin, ce que vous voulez. Non, c'est pas à cause de ça, hein, véritablement. Combien qu'ils fussent assaillis, non à cause de leur péché, mais pour sa querelle. Alors la querelle, c'est pas une juste querelle. Hein, il est question d'une juste querelle dans le Cid. C'est une sorte de juste combat. Bon, je sais pas, Macron ou un autre homme politique pourrait dire ma juste querelle. Je combats pour mes idées, ma politique, qui soit Boudin, quoi qui vous voulez, d'accord. Hein, voilà, il va dire voilà ma juste querelle. Donc c'est pour un combat. Hein, un combat qu'on va mener, un combat politique en général ou de valeur, et pour le témoignage de sa parole. Et donc ils sont punis, c'est paradoxal, non pas par leur péché, mais parce qu'ils combattent dans une juste querelle, ils combattent pour le témoignage de la parole. Et oui, et bien sûr, c'est pas parce que vous êtes chrétien, enfin que vous proclamez comme chrétien, que vous n'allez pas être puni. C'est plutôt le contraire. C'est l'évangile de Marc, hein, si je me souviens bien, d'accord, qui vous explique qu'il est très difficile pour le riche de rentrer dans Jérusalem, plus difficile que de passer par le chat de l'aiguille, et que celui qui va proclamer sa foi, véritablement, eh bien oui, ça va être très difficile pour lui. Si je dis que je suis un fidèle du Christ, ben ouais, ça va pas rigoler, hein, véritablement. Et donc, en fait, ils sont punis non pas pour leur péché, ce qui serait un point de vue, alors, bêtement catholique, hein. Évidemment, c'est pas le point de vue de tous les catholiques, enfin ce genre de choses, mais enfin, moi, pour les protestants, c'est vraiment le point de vue des catholiques. Ils sont punis parce qu'ils sont justement fidèles à la parole du Christ, et que si je suis fidèle à la parole du Christ, et si je dis je suis chrétien, c'est vraiment dans l'évangile, hein, véritablement, là, je vais être traité par les autres comme étant un fou, on va me virer. Et d'ailleurs, la preuve, le chrétien des chrétiens, c'est-à-dire le Christ, lui finit sur la croix. Et donc, c'est pas très étonnant, si je dis la parole du Christ, je vais être chassé de la cité. Et donc, ils sont punis, il n'y a pas de question à se poser au fond du fond sur leur péché, ils sont punis parce que c'est comme ça fait partie du jeu, si on peut dire, un jeu véritablement. Si je témoigne au nom de la foi et de la juste foi, et les protestants pensent ça, eh bien je risque de finir sur la croix, ou de finir dedans. Mais c'est quand même horrible. Parce que c'est pas rigolo de finir sur la croix, et c'est pas rigolo à regarder, et c'est pas rigolo de finir à Sancerre, voilà, c'est horrible. C'est horrible, mais vous voyez, c'est comme ça. C'est pas dû au péché. Voilà le point de vue. Par exemple, pendant la guerre d'Espagne, un certain nombre de curés développaient cette idée que si les républicains étaient très méchants, bien sûr, c'était l'image du diable, et si les républicains tuaient, violaient des religieuses, etc., c'est parce que les catholiques, enfin, ils étaient pécheurs, hein, voilà, d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est un point de vue catholique. Hein. Un peu bêtement catholique, mais réel. On connaît un peu tout ça, la culpabilité. Les protestants ne sont pas du côté de la culpabilité. D'ailleurs, c'est assez frappant. Les protestants ne sont pas coupables. Hein. Voilà, ils ne sont pas coupables. Ils ont d'autres traits, mais pas celui-là. Ils ne vont pas se confesser devant le curé et compagnie. C'est quand même assez inquiétant les protestants. C'est difficile. Hein. C'est pas la grâce à tous les coups, simplement. Voilà. Donc, j'explique un peu ces détails pour bien situer le débat théologique. Hein. C'est pas simplement un récit de témoignage, un récit, de journaliste. C'est aussi un pasteur qui médite un petit peu. Et voilà donc ce qu'il a vu, ce crime prodigieux, barbare et inhumain, perpétré dans l'enclos de leurs murailles. Barbare, c'est pire que sauvage. Les sauvages, c'est juste des types qui vivent dans la forêt, en latin, silva. Donc ils ne sont pas au courant, c'est comme des animaux. Les barbares, ils sont plus ou moins au courant, mais eux, ils ne savent pas parler, barbaroi en grec. Ils sont autour des Romains ou des Grecs au départ, et ils ne savent pas parler. Ils ne sont pas arrivés à la civilisation alors qu'elle est à côté de chez eux. Ils sont vraiment terribles, les barbares. Car le 21e de juillet, il fut découvert et avéré, et donc là, ça devient un texte presque juridique, qu'un vigneron, alors évidemment, c'est le vin de Sancerre, évidemment, il doit faire du bon vin, on peut espérer, voilà, qui s'appelait avec ce nom assez rigolo pour moi, Simon Potard. Là, vraiment, on dirait un personnage de BD, Simon Potard qui apparaît là, mais c'est un nom vrai, certainement. Donc Potard, le vigneron, Eugène de sa femme, et une vieille femme qui se tenait avec elle, comme qu'on appelait, donc Philippe de Fueil, autrement l'Emery, avaient mangé la tête, la cervelle, le foie et la fraissure dans leur fille âgée d'environ 3 ans. Alors il y a, disons, une correction qu'apporte Jean de Léry, dans une sorte de première version, elle a simplement 3 ans, et puis on précise, c'est un peu
peu plus doux. Morte toutefois de faim et de langueur. Le toutefois se rajoute parce que ils l'ont probablement pas tuée pour la manger. Elle était morte avant. Hein. Toutefois, donc, on adoucit un peu le toutefois est très joli quelque part. C'est bon, toutefois. Bon, voilà, bon, oui. Ils n'ont pas d'excuses, hein, voilà. Mais quand même, bon, ça aurait pu être encore pire. Elle était morte, hein, au moins, voilà. Donc, elle était morte de faim et de langueur. Bon, comment? Ah, alors voilà, fraîche. C'est le mou presque pour le chat, voilà. On peut en faire toujours. Hein. Donc c'est les parties molles. Hein. Oui, c'est le mou, c'est un peu dégueulasse quelque part. C'est le plus gore du gore. Enfin voilà, bon. Alors, ce ne fut pas sans grand étonnement et frayeur de tous ceux qui l'entendent dire. Tout le monde n'a pas vu, évidemment, et moi j'ai raconté, certainement, il fait allusion à ça, après être sorti de Sancerre, j'ai dû dire à des copains en Suisse ou ailleurs, j'ai vu ça. Bon, étonnement, mais étonnement ne veut pas dire simplement « Oh, c'est curieux », mais c'est le tonnerre qui sort en moi. Hein. Boum, hein, voilà, il se passe un truc. Ouais, étonnement est un mot très fort au XVIIe siècle. Hein, quand dans des pièces de Racine, les personnages sont étonnés, c'est pas juste « Je suis surpris, c'est bizarre hein, ». Voilà, non, c'est vraiment quelque chose de terrible se produit, qui est le tonnerre. Et donc étonnement s'accorde bien avec frayeur de ce point de vue-là. Et donc ce qu'il entend dire, et certes, mettant à cheminer près le lieu de leur demeurance, etc. Et donc il va fonctionner à ce moment-là comme un témoin, peut-être qu'il en rajoute un petit peu, mais il va lui dire « Voilà ce que j'ai vu ». Croyez-moi, moi j'ai vu véritablement la chose. Et là, il fonctionne à ce moment-là, non pas simplement comme un témoin, mais comme, vous voyez, un peu les pèlerins d'Emmaüs ou autres, qui ont vu le Christ mort. Ceux qui disent, moi j'ai vu la chose véritablement. Peut-être vous n'aurez pas la foi parce que vous ne me croirez pas, mais moi j'ai vu. Et on sait bien que tout le monde doute un petit peu. Hein. Quand Thomas voit apparaître le Christ, il a des doutes quand même. C'est lui, non, voilà, je te mets le doigt dans le truc. Et donc des peintures assez gore là aussi. On a le doigt de Thomas qui va dans la blessure du Christ, parce qu'on n'a pas nécessairement envie d'y croire. On a beau avoir le témoin principal, celui qui a été tué, le Christ, et qui ressuscite entre les morts. Bon, on a des doutes. Hein. Et évidemment, c'est au cœur de la prédication chrétienne. Nous sommes chrétiens peut-être, voilà. Nous n'avons pas vu le Christ, etc. Mais il y a des témoignages. Et il y a des gens qui nous disent, moi j'y étais. Ou je sais que par des gens qui ont vu, etc., etc. Voilà. Et donc, croyez-moi. Et moi, je vais vous donner des détails. Et si vous voulez, à la fin de la Renaissance, de la peinture, à l'époque, en Espagne plus qu'ailleurs, eh bien, elle devient terrible. Ça saigne de tous les côtés. Les tombeaux des rois, il y a des vers qui sortent de tous les côtés. Voilà, si vous allez faire un tour à Saint-Denis. On aime bien le détail horrible. On n'est pas dans l'élégance de Raphaël ou de Léonard de Vinci. Il faut que ça crouille de cadavres, que ça dégouline. Les memento mori sont vraiment terribles. On aime bien ça. Et les cervelles mangées, ayant vu aussi la langue cuite, épaisse d'un doigt, oui, c'est un détail intéressant, qu'ils étaient prêts à manger quand ils furent surpris, les deux cuisses, jambes et pieds dans une chaudière avec vinaigre, épices et sel, prêts à cuire et mettre sur le feu. Donc on a l'impression de lire une recette. Très bien, bon voilà. Ça se veut pas drôle le moins du monde. Hein. C'est drôle, mais on sait bien que le comique et l'horrible sont à deux doigts. Le comique, souvent, c'est du tragique accéléré. Et donc on a tous ces éléments-là, les deux épaules, bras et mains tenant ensemble, avec la poitrine fendue et ouverte, appareillés aussi pour manger. Je fus si effroyé et éperdu que toutes mes entrailles en furent émues. Et donc, les entrailles, c'est les profondeurs lui-même corporelles. C'est pas simplement une souffrance, disons, intellectuelle, quelque chose comme ça, une indignation métaphysique, une interrogation de Pasteur. Il nous dit, il y a quelque chose qui se passe en moi, qui est très profond, je ne maîtrise absolument pas. Et alors, ce qui est assez beau, dans l'histoire de l'écriture, c'est que cet acte, on va dire, intellectuel, qui consiste à peu près un an plus tard à écrire le texte, donc il a passé des heures à l'écrire, à le publier, à le corriger, à avoir des éditeurs, enfin tout ce travail-là, c'est d'abord une émotion, et l'écriture sort de l'émotion. Alors de ce point de vue-là, c'est là aussi que Jean de Léry est aussi un auteur moderne. On va dire, qu'est-ce que c'est qu'un auteur ancien ? Bon, on va dire Ronsard, pour faire simple. C'est un type qui a lu des auteurs anciens, plus anciens que lui, alors soit des auteurs italiens, Pétrarque ou quelques autres, qui eux-mêmes ont lu des auteurs latins, Ovide, Virgile, Tibulle et bien d'autres. Et qu'est-ce que c'est qu'un écrivain, disons, dans la première moitié du XVIe siècle, en général ? C'est un type qui introduit des variations sur des choses qui ont déjà été écrites. C'est ce que continuera à faire La Fontaine. La Fontaine a lu Ésope, Phèdre, plein d'autres textes, et puis il fait des variations. C'est un peu ce que fait Racine aussi. J'ai lu Euripide et bien d'autres, Sophocle, j'ai lu Sénèque, et je fais des variations, géniales évidemment, sur des textes que j'ai déjà lus. Mais l'écrivain moderne, on attend que le type, vous savez, une formulation de Rimbaud dans Le Bateau ivre, c'est « et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir ». Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais c'est très beau. Et donc j'ai vu quelquefois, moi je suis le témoin, j'ai vu, au-delà presque de ce que les hommes voient d'habitude, j'ai vu ce que l'homme a cru voir dans les entrailles, dans les profondeurs de la mer, enfin voilà, c'est Le Bateau ivre. Et donc l'écrivain moderne, il est pensé comme étant un grand témoin de quelque chose, qui peut être une histoire intime, horrible ou pas horrible, qui peut être la Shoah, qui peut être Gaza massacré, qui peut être ce qu'on veut, d'accord, des épidémies de peste, qui peut être des scènes de sexe, enfin ce que vous voulez, mais il a été bouleversé par une situation intime ou politique qu'il nous rapporte en inventant un langage particulier.
Et donc, il ne produit pas une variation à partir de textes qui ont été écrits il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, auxquels il ajouterait une chose ou une autre avec un certain divertissement. Ce que fait typiquement La Fontaine et que ne font plus les écrivains, disons depuis le romantisme et même de moins en moins. Un écrivain, c'est maintenant très volontiers un grand témoin ou quelqu'un qui travaille à partir de témoignages assez directs. Bon, je ne sais pas, Emmanuel Carrère, écrivant sur d'autres vies que la mienne, des choses comme ça, ou alors écrivant sur un roman, le prisonnier, je vais le voir, j'étais touché par ce personnage, je décris ça. Plein d'autres, effectivement, font ce genre de travail. Je suis allé sur le terrain, j'ai vu la guerre en Irak, j'ai vu la guerre en Ukraine, etc. Et j'en tire quelque chose. Je m'appelle Solzhenitsyn, j'étais dans les camps, et puis voilà, j'écris à partir de là. Alors ça, c'est une position qui pour nous est celle de la littérature, pas toute la littérature, mais une large partie de la littérature. J'ai vu un massacre, j'ai vu une situation difficile, j'ai une sexualité complexe, bizarre, j'ai attrapé le sida, je m'appelle Guibert ou n'importe, et puis je vais écrire à partir de cette expérience. Je ne vais pas simplement faire un récit, mais je vais aussi faire de la langue. Et donc pour nous, l'écrivain a cette forme d'authenticité qui est là. Et bien sûr, ici, Jean de Léry, en ce sens-là, est un écrivain moderne. Ce n'est pas un écrivain à la Ronsard, le moins du monde, ou à la Du Bellay, qui pourtant a des dimensions de modernité, en tout cas pas du tout à la Ronsard, et même pas à la Montaigne. Montaigne parle un peu de ses expériences de vie, mais il fait surtout des broderies à partir de textes de Sénèque, de Cicéron et de bien d'autres. Il introduit assez génialement sa propre expérience de vie, mais il ne nous dit pas « je suis bouleversé par ceci ou par cela, et j'écris parce que j'ai lu ». La Fontaine, il écrit parce qu'il a lu. Racine, il écrit parce qu'il a lu, etc. Mais ce n'est pas le cas de Emmanuel Carrère, pour reprendre cet exemple, et de beaucoup d'autres aujourd'hui. Et même quand ils n'ont rien vécu, qu'ils n'ont fait que lire, ils essaient de faire comme s'ils avaient vécu quelque chose. J'ai été en Afghanistan, je reviens, je vous le raconte. Il y a plein d'écrivains un peu douteux comme ça, qui ont besoin d'avoir des aventures qu'ils n'ont peut-être pas vraiment vécues. Ils ont besoin. Voilà. Jean de Léry, lui, écrit à partir de quelque chose qu'il a vu. Il va recommencer avec le voyage en terre du Brésil, quelques années plus tard. Il y a vraiment été. Il y a été pour des raisons complexes, pas du tout celles de Lévi-Strauss ou autre. Il a été bouleversé par ce qu'il a vu. Il a été bouleversé physiquement, parce que le voyage, le mal de mer, etc., le retour, il a fait une creuse de faim. Et puis, il a vu les sauvages. C'était à la fois sexuellement, certainement, très, très puissant, mais aussi horrible, puisqu'ils se bouffent entre eux. Donc, il s'est passé quelque chose. Et il écrit à partir de l'expérience. Et il écrit sa question ici, qui est la racine de son chef-d'œuvre. Le voyage en terre du Brésil, c'est quand même un chef-d'œuvre. Il écrit « Car combien que j'ai demeuré 10 mois entre les sauvages américains en la terre du Brésil ». Donc sauvage est évidemment un mot d'époque, c'est pas un mot super péjoratif, c'est pas barbare, c'est sauvage. Donc, américain, voilà, la terre du Brésil, on connaît bien. Leur ayant vu souvent manger de la chair humaine, oui, j'ai vu, comme j'ai vu ici et là des types manger de la chair humaine ici, d'autant qu'ils mangent des prisonniers qu'ils prennent en guerre. Ça c'est leur pratique, on le sait, les anthropologues l'ont vu, et ils font la guerre essentiellement pour avoir les prisonniers et pour les manger et pour ce genre de choses. Ils ne font pas la guerre pour conquérir des territoires ou prendre de l'or ou je ne sais quoi de ce genre, il faut avoir les prisonniers. Si elle n'a jamais vu une telle terreur que j'eus frayeur de voir ce piteux spectacle, lequel n'avait encore, comme je crois, jamais été vu en ville assiégée et en Haute-France. Il précise « comme je crois ». C'est un peu comme Giscard, vous savez, rien n'égale, je crois, la majesté d'un cerf. Vous savez que Giscard, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de sa date de naissance. Il est né un 2 février, c'est très important. Voilà. Et donc, il introduit dans sa phrase la plus célèbre, rien n'égale, virgule, je crois, la majesté d'un cerf qui débouche de la forêt. Ce petit je crois qui introduit une petite distance, un peu pédante chez Giscard, mais ici, non pas pédante, mais prudente chez Jean de Léry, parce qu'effectivement, il n'en est pas sûr. Il est tout à fait possible qu'il y ait eu d'autres sièges. Probablement, il y a eu en France où on a mangé des enfants ou des choses comme ça. Ça a bien dû se produire du côté des ou des chevaliers sous le guide de Simon de Montfort, ils n'étaient pas non plus très, très rigolos. Mais il ne sait pas très bien. En tout cas, pour lui, il n'a jamais vu ça, il n'a jamais entendu parler. Et donc, il introduit ce petit « comme je crois » qui est une prudence. Mais peut-être ça n'a jamais eu lieu, jamais été vu en ville assiégée, en notre France, donc celle qui est commune à nous, celle qui se constitue comme une identité. Vous savez qu'il y a un grand livre qui s'appelle « L'identité de la France », c'est une identité longue, mais c'est en fait vraiment avec les rois de France qui se pensent comme tels à la Renaissance que constitue de mieux en mieux l'identité de la France, véritablement. Et notre France, le doux pays de notre enfance, mais aussi, ça c'est moderne, mais aussi Du Bellay et quelques autres insistent beaucoup sur cette idée d'un territoire qui est le nôtre, alors qu'il n'est pas le nôtre au sens, il n'y a pas l'Alsace et la Lorraine à l'époque, il n'y a pas la Bretagne, il n'y a pas la Provence, etc. La France, c'est le Pays de Loire, c'est même pas Toulouse. Toulouse, on n'est pas en France, il y a des choses comme ça. Voilà. L'Ariège n'est pas la France, ils sont libres. La France est Sancerre, on va dire c'est le cœur battant de ce qu'on peut toujours appeler la France de ce point de vue-là. Il n'y a pas plus France que Sancerre. C'est le département du Cher, je crois, c'est le Pays de Loire, c'est la France de France. Et dans cette France-là, la douce France de Du Bellay et de quelques autres, de Ronsard et des châteaux de la Loire et de ce que vous voulez, et du bon vin,
C'est ça notre France. Bon, à la rigueur, ça serait du côté de l'Ariège ou de l'Aveyron, ou dans Provence, ou du côté des barbares de l'Alsace et la Lorraine. Bon, du côté de Nancy, si on veut, voilà, c'est des barbares, comme du côté d'ici. Non, mais là, c'est en notre France, c'est-à-dire celle qu'on aime, qui est la nôtre, véritablement, et qui est cette France assez petite. C'est pas la France des 130 départements de Napoléon, hein. C'est un relativement petit territoire auquel elle a un datif d'intérêt, le nôtre, c'est pas ma possession, mais c'est le pays qui m'intéresse, hein, voilà, qui est nôtre en ce sens. Et donc c'est un piteux spectacle, donc qui a des gens de la pitié, mais qui est effrayant. J'ai jamais eu une telle terreur que j'ai eu frayeur. Ce spectacle, j'ai eu la frayeur, mais là c'est bien pire, c'est la terreur. Et donc la frayeur devant les sauvages en train de se manger, oui, c'est quand même pas terrible. La terreur, là, c'est bien au-delà. Là, les cheveux font plus que se dresser sur la tête. On est dans la tragédie. Et puis, évidemment, le dernier mot, le mot le plus doux, notre France. Hein, voilà, notre France. L'horreur. En France, quoi, c'est pas possible, voilà, notre France. Là, il y a évidemment des débats très intéressants qu'on pourrait avoir. Qu'est-ce que c'est que, vous savez, le général de Gaulle qui dit toujours je me suis fait une certaine idée de la France. Eh bien, il y a toujours plusieurs idées de la France qu'on peut avoir. Il y en a une qui est le doux pays de mon enfance, enfin, bien, des choses comme ça, voilà, on est tranquille et tout, c'est joli, etc. Mais il y a une autre France qui est racontée là-dedans et qui est aussi celle peut-être des guerres des Cathares et de bien d'autres choses, etc., qui est une France terrible. Et quelque part, pour ce qui est de l'histoire de la littérature française, c'est pour ça que je tiens à lire ce genre de texte, une partie de notre identité, c'est la littérature en France, hein, Racine, Corneille, Victor Hugo et bien d'autres. Mais en même temps, cette identité, elle est parfois dans les cours scolaires un petit peu altérée, c'est-à-dire qu'on ne montre qu'une partie en fait de la littérature française, c'est-à-dire des textes écrits. Donc on a tendance à préférer des textes un peu plus gentils en réalité que un certain nombre de textes comme Agrippa d'Aubigné ou des gens comme ça, et qui sont des textes terribles, hein, de témoignages qui sont prodigieusement modernes, en dépit du fait que la langue n'est pas la nôtre, hein, évidemment, que les sujets de préoccupation ne sont pas les nôtres. Mais bon, si ce soir on allume la télévision et qu'on regarde, je sais pas, un reportage sur Gaza ou autre chose, sur Mariupol, on va dire ouais, ça ressemble, hein, voilà, c'est un peu pareil, des sièges, des abominations, et puis des questions qui sont un peu analogues à bien des égards. Voilà, merci. Il s'agissait à l'instant d'un classique au détail proposé par Yves Le Pestipon à la librairie Ombre Blanche, lundi 2 février 2026, autour de Histoire mémorable de la ville de Sancerre de Jean Deléry, réalisé et mis en onde par Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre.